Merci. Bon, je tenais d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir permis de venir exposer mes recherches dans un cadre aussi idyllique que celui de l'École française d'Athènes. Et mes recherches portent essentiellement, donc, comme vous l'avez dit, sur le patrimoine religieux, spécifiquement espagnol. J'ai d'ailleurs consacré ma thèse à la patrimonialisation des objets d'art religieux catholiques, muséalisés et exposés. Aujourd'hui, je voudrais quelque peu m'affranchir du postulat que j'ai déjà analysé ailleurs pour m'intéresser à des trajectoires plus complexes, celles des œuvres d'art religieux volées. Lorsque l'on s'intéresse à ce que j'appellerais le sentiment patrimonial ou la patrimonialité, celui-ci concerne de facto, tant en France qu'en Espagne et en Grèce, je suppose, la majeure partie des édifices religieux, et notamment ceux que l'on considère comme des édifices anciens. L'édifice religieux, de la chapelle à la cathédrale, sera alors considéré comme patrimoine, du fait de son importance artistique, culturelle, historique et identitaire, mais également de l'attachement de la population locale. Sa conversion éventuelle en lieu touristique est donc fomenteur de ressources économiques pouvant contribuer à cimenter cette définition patrimoniale. Pour les objets religieux mobiliers, c'est selon moi un peu différent. Certes, tous les objets d'un édifice religieux ne peuvent être considérés de la même façon. Le calice contemporain, acheté il y a 10 ans pour rendre le culte, lui ne sera pas forcément considéré comme patrimoine. Le banc de messe ne le sera pas forcément non plus. Le nombre des objets, leur rôle, souvent utilitaire, ne les fera pas forcément entrer dans cette catégorie patrimoine. D'autres objets, du fait de la dévotion qu'ils inspirent, auront un statut particulier. Si l'objet est une œuvre d'art, sa qualité patrimoniale pourra alors être supplantée par sa valeur religieuse. Chaque objet dans une église aura alors un statut particulier qui dépend à la fois de sa vocation, de son intérêt culturel et de la religiosité dont il est l'objet. En somme, un millefeuille de valeurs dont le feuilletage sera plus ou moins épais selon les couches. Toujours est-il que lorsque l'on visite une église, comme d'ailleurs on visite un musée, il y a aujourd'hui ce que j'appellerais une présomption de patrimonialité. Tout paraît être patrimoine. On ne se demande pas si les objets sont patrimoine, ils le sont parce qu'ils sont dans cet édifice. Ce qui, dans le cas des églises classées en Espagne, l'est, puisque les œuvres d'art qui appartiennent aux églises classées sont également classées. C'est ce que j'appellerais alors le patrimoine par destination. Je détourne là la notion juridique d'immeuble par destination. Tout comme on considère en droit que certains meubles dans un édifice font partie intégrante de l'immeuble parce qu'ils y sont attachés, comme un hôtel dans une église, alors on aura l'impression que les œuvres exposées dans un édifice religieux, considéré comme un patrimoine, seront patrimoine également. Cette patrimonialité indistincte, qui touche peu ou prou toutes les œuvres et tous les objets d'art et d'histoire d'un édifice de culte, sera alors justifiée par l'importance culturelle, religieuse et sentimentale des œuvres. C'est pourquoi les vols des œuvres d'art religieux en Espagne suscitent généralement des émotions intenses. Il sera question de voir que ces vols d'œuvres d'art révèlent la qualité patrimoniale des œuvres. Pour cela, je m'appuierai sur l'un des vols d'art religieux plus célèbres de la seconde moitié du XXe siècle et j'en analyserai les conséquences contemporaines. L'idée de cette communication m'est venue d'un personnage que je n'avais fait qu'évoquer durant ma thèse. Le voleur est Éric el Belga, en français Éric le Belge. Éric le Belge, surnommé aussi la terreur des églises espagnoles, est l'un des plus célèbres voleurs et marchands d'art de la seconde partie du XXe siècle en Espagne. René van den Borge, de son vrai nom, est né en Belgique en 1940. Après s'être initié à la peinture, il crée un commerce d'antiquités dans sa Belgique natale. Afin d'approvisionner sa boutique, il commence à sillonner l'Europe dans les années 60. Faussaire à ses heures, il constitue autour de lui une bande de mercenaires qu'il a notamment rencontrés lors de son passage dans l'armée. Il aurait organisé environ 600 vols et aurait dérobé pour pas moins de 400 millions de dollars d'œuvres d'art durant sa carrière. Amoureux de l'Espagne, Éric el Belga s'y réfugiera après s'être évadé d'une prison belge dans les années 70. Il y commettra ses vols les plus célèbres. Personnage rocambolesque et médiatique, il a d'ailleurs publié ses mémoires en 2012 qu'il a appelé, comme vous pouvez le voir à l'image, « Pour l'amour de l'art », titre symptomatique de comment il considère son œuvre. Toujours est-il qu'on lui prête les plus importants cambriolages de musées d'art religieux et d'églises dans les années 70. Il est notamment accusé d'avoir dérobé dans la nuit du 25 au 26 octobre 1979 des pièces du retable d'Emo du sanctuaire de San Miguel de Aralar en Navarre. Éric el Belga travaille sur commande. Celui-ci aurait reçu la commande d'un riche collectionneur mexicain. Suivant un modus operandi éprouvé à d'autres occasions,
les voleurs se cachent dans l'église avant sa fermeture. Signe aussi des complicités qui demandaient ce genre d'affaires, on leur avait laissé pour l'occasion une fenêtre accessible et la porte menant à la chapelle ouverte. À la nuit tombée, forçant la cage en cristal et anti-balles qui protégeait le frontispice du retable, ils volent 39 pièces de l'œuvre datant du XIIe siècle. Le transfert devait alors se faire à travers un antiquaire de la ville de Valence. Mais le collectionneur, averti d'une fuite possible, met fin à la transaction. Le réseau des antiquaires européens écoule alors le produit. Une partie des émaux sera exportée en France et en Belgique, tandis que le retable s'en va par la mer jusqu'en Italie. L'antiquaire italien qui le reçoit, peut-être conscient des difficultés qu'il aura à vendre une telle œuvre, le propose directement à l'ambassade espagnole. Il argue alors qu'il aurait acheté ce dernier de bonne foi et qu'il est prêt à le rendre à l'Espagne sous couvert, bien sûr, d'un dédommagement égal à celui qu'il a payé pour l'œuvre. La police intervient lors de l'échange et la récupération de l'œuvre se transforme en victoire nationale face au trafic des œuvres d'art. Cette fois-ci, les œuvres d'art rejoignent l'église dans laquelle elles sont toujours exposées. Un mois après ce premier effet, le 9 novembre 1979, Eric El Belga et son équipe seraient entrés dans l'église musée Santa Eulalia de Pales de Nava, dans la région de Palence, en Castille et Léon, dans le centre du pays. Ils se seraient alors emparés de 5 peintures sur table du XVe siècle, représentant les pères d'Israël, attribuées au peintre Pedro Berruguete. Elles furent récupérées un mois plus tard par la Guardia Civil dans une maison aux alentours de la ville de Madrid, vraisemblablement abandonnée, alors qu'une partie d'entre elles était déjà emballée et prête à quitter le pays. Le mois suivant cette affaire, dans la nuit du 6 au 7 décembre 1979, l'équipe, ayant reçu commande d'un antiquaire allemand installé dans le sud de l'Espagne, s'attaque à l'ex-cathédrale San Vicente Mártir de Roda de Isabena, dans la région d'Aragon, au nord-est de l'Espagne. Ce vol est l'un des méfaits les plus célèbres d'Éric le Belge. L'édifice religieux, datant du XIe siècle, regorge d'œuvres et d'objets artistiques de grande valeur, témoignant de son importance durant le Moyen-Âge. Celle-ci possède alors un musée, ou plutôt un regroupement de ses objets les plus précieux dans les arrière-salles de la bâtisse. Peu après que les lumières de la ville se soient éteintes, Eric El Belga et son équipe entrent dans le musée de la cathédrale par la porte arrière. Ils n'ont eu alors qu'à crocheter la serrure de l'entrée, seule protection du musée à l'époque, et ils y dérobent une quarantaine d'objets. Des tapis, des tissus et plusieurs objets d'art, dont le siège de Saint-Ramon, siège du XIIe siècle, considéré comme l'un des meubles les plus anciens d'Europe. Ce dernier, conservé par l'équipe de voleurs, sera découpé en plusieurs morceaux. La légende veut que ce soit en représailles une fois Enrique El Belga emprisonné. La découverte du siège en plusieurs morceaux déchaîne alors l'émotion de la population et aujourd'hui, ce qu'il reste de l'œuvre est exposé dans la cathédrale. C'est durant ce vol que va également disparaître la tapisserie de la Vierge à l'Enfant et Saint-Vincent. Cette grande tapisserie qui mesure plus de 2,50 m sur 1,20 m avait été réalisée durant le premier quart du XVIe siècle dans des ateliers des Pays-Bas. Commandée par celui qui fut le prieur de la cathédrale, elle avait été déposée dans le musée après avoir été utilisée comme œuvre d'autel. La tapisserie évoque un triptyque. La partie centrale représente la Vierge à l'Enfant. À droite, on peut voir Saint-Vincent avec un oiseau sur son épaule gauche et une roue, tandis qu'à la droite de la Vierge se trouve Saint Valérien et l'évêque San Ramon, dont l'édifice religieux conserve également le sarcophage. Le tapis représente ainsi les personnages les plus importants de l'histoire de la cathédrale. L'Espagne, dans les années 70, est alors à un moment charnière de son histoire patrimoniale. Le pays entre dans ce qui est appelé par les historiens la période de transition démocratique. Progressivement, puis plus activement après la mort de Francisco Franco, la dictature se transforme en monarchie parlementaire et le processus constitutionnel qui se déroule de 1975 à 1978 crée de nouveaux organes, dont le ministère de la Culture. Face aux affaires, et notamment à celles que l'on attribue à Eric El Belga, qui gangrène le patrimoine de l'Église, et à la parole qui se libère du fait de la fin de la dictature, la presse s'empare du sujet. L'affaire du vol de Roda de Isabena est particulièrement médiatisée, tant dans la presse régionale que nationale. Les vols d'œuvres d'art concernent à 80% des œuvres d'art religieux. Pourquoi ? Parce que les églises et leurs musées, qui sont le plus souvent installés dans des édifices religieux, regorgent d'œuvres d'art à l'époque très recherchées, mais aussi parce qu'elles sont faciles à voler. Les mesures de sécurité sont quasi inexistantes. Cela est dû d'une part au manque de moyens de l'Église,
au fait que tout le clergé n'est pas conscient de la valeur des œuvres d'art qu'il conserve et qu'il n'y a pas encore chez tout le clergé cette volonté de sauvegarder ce qui est ancien. D'autant que jusqu'à la fin de la dictature, et même au-delà, il faut bien le dire, le clergé avait les mains libres. La dictature avait confié la gestion des règles sociales au clergé catholique et il bénéficiait alors d'un poids politique énorme. Et il était de toute façon difficile de contester, si nécessaire, ou même d'arrêter certains agissements. Dans les années 70, le clergé commence également à se questionner sur son rôle dans la conservation du patrimoine culturel national. L'ancien secrétaire du patrimoine culturel diocésain, Manuel Carrasco Terriza, parle alors d'un examen de conscience du clergé. Le clergé a un lourd passé de ce point de vue. Une partie des membres de l'Église reconnaissent avoir vendu leurs œuvres d'art en grande quantité, notamment dans les années 60, avec l'application des directives du Concile Vatican II, qui demandaient une simplification du culte et des décorations des édifices religieux. Aujourd'hui, ils reconnaissent également avoir maltraité et abandonné les œuvres qui leur restaient. C'est également pourquoi, lorsque les journalistes de l'époque interrogent l'évêque de la ville de Lérida, dont dépend l'ex-cathédrale de Roda de Isabena, affirme d'abord qu'il n'y a pas eu de négligence, de peur que l'on accuse le clergé. Toujours est-il qu'à partir des années 70, ces vols sont toujours représentés comme des pertes irrémédiables pour le patrimoine culturel religieux et national espagnol. Eric el Belga finit par être arrêté en mars 1982 à Barcelone. Des équipes de plusieurs pays européens, et notamment espagnols et belges, s'attellent alors au démantèlement de son réseau. Elles découvrent comment fonctionnait son équipe. Les œuvres chargées dans des camions étaient ramenées en Belgique. Et c'est à Bruxelles, tristement célèbre pour avoir été et être encore l'une des plaques tournantes du trafic d'œuvres d'art, que la marchandise était dispersée. Les autorités belges retrouvent alors certaines des planques d'Éric le Belge et récupèrent une partie des œuvres volées dans plusieurs édifices religieux espagnols. On reprend notamment chez un marchand de Gand certaines œuvres de la cathédrale de Rosa de Isabena, mais aucune trace de la tapisserie de la Vierge à l'Enfant et Saint-Vincent. Il faudra attendre la fin des années 2000 pour que l'œuvre réapparaisse. Elle refait d'ailleurs surface une fois que le délai de prescription du vol est passé, donc en 2009. Si un jour vous voulez voler quelque chose, sachez qu'il faut, je crois, le cacher pendant 30 ans pour ne plus pouvoir être poursuivi pour ce méfait. C'est une conservatrice du musée diocésain de Lérida, en Catalogne, qui retrouve la trace de l'œuvre. Et c'est en feuilletant un catalogue de la BRAFA, de la foire d'art ancien de Bruxelles, qu'elle reconnaît la tapisserie. Elle contacte alors le vendeur, qui est une célèbre maison de restauration de tapisserie belge, la maison de Witt, et qui, pour envoyer en tapisserie des musées comme le Metropolitan Museum, le British Museum ou l'Ermitage. Elle apprend alors que la maison l'a achetée aux enchères 2 ans plus tôt, et qu'ils n'ont jamais eu de soupçon quant à la provenance de l'œuvre. Il nie d'abord que l'œuvre puisse être celle de Roda de Isabena et note certaines différences comme la couleur de cheveux de la Vierge ou encore l'absence de certains éléments sur l'œuvre de Roda dont la conservatrice leur avait fait parvenir des images. Ivan Maes de Witt, l'antiquaire, pense avoir affaire à une œuvre réalisée à partir du même carton et décide de toute façon de la vendre. L'œuvre obtient alors toutes les autorisations nécessaires pour quitter le territoire européen. Et alors qu'Eric el Belga affirme l'avoir vendue à l'époque pour 35 000 pesetas, ce qui fait environ 210 €, elle est achetée pour 300 000 € par une organisation à but non lucratif américaine près de Houston. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2012 que la question se règle. Les autorités américaines sont alertées et elles dépêchent un de leurs experts sur place qui atteste de la forte ressemblance de l'œuvre avec celle de Roda. La tapisserie sera alors authentifiée quelques mois plus tard par plusieurs experts, notamment grâce à un défaut de l'œuvre. La fondation qui avait acheté l'œuvre accepte alors qu'elle retourne en Espagne. Bon, entre vous et moi, elle accepte aussi aisément parce que la maison de Witt qui lui avait vendu l'a remboursée. Ce retour va faire l'objet de 2 cérémonies de restitution. La première à Washington, qui célèbre le travail et la collaboration des forces de police américaines et espagnoles. Elle donne lieu à une série d'images où l'on voit un dignitaire américain signer et serrer la main de l'ambassadeur en 2013. L'œuvre rentre alors en Espagne, où elle passe un peu moins de 2 ans au sein de l'Institut national du patrimoine à Madrid, où elle est restaurée. Et c'est en 2015 qu'elle regagne sa région d'origine. Bien sûr, l'événement fait la une des journaux. Un journal régional titre même « Enfin, l'œuvre rentre à la maison ». La cérémonie de restitution se fait alors en présence des autorités madrilènes et régionales. Mais cette restitution est différente des autres.
Il serait logique, comme pour le cas des autres restitutions, et notamment comme celle des œuvres du sanctuaire de San Miguel d'Aralar évoquées plus haut, que les œuvres reviennent à leur lieu d'origine. Mais dans ce cas précis, il n'est alors pas question que l'œuvre retourne dans la ville de Roda de Isabena. Il n'est même pas question qu'elle rejoigne les collections de l'église. Elle sera dès lors exposée dans les collections du musée de la ville de Huelva, musée de la province dans laquelle se trouve le village, et dont la tapisserie doit devenir l'un des points d'attraction. Pourquoi alors ne rentre-t-elle pas à Roda de Isabena et pourquoi est-elle exposée dans un musée provincial ? Eh bien, parce qu'en vertu d'une loi de 1933, première loi sur le trésor artistique national, l'œuvre appartient au patrimoine national car elle a été spoliée et récupérée par l'État. L'Espagne, au début du XXe siècle, était assaillie par les marchands d'art et par les agents de riches européens américains qui venaient se constituer des collections d'œuvres d'art religieux en achetant, en volant ou en extorquant le clergé. Faute de règles strictes et de volonté de les appliquer, les exportations se multiplient. Au début des années 30, afin de stopper ce que l'historienne Maria Bolaños a appelé une saignée patrimoniale, le gouvernement espagnol interdit les exportations d'œuvres d'art de plus de 100 ans et nationalise les biens qui sont récupérés afin qu'ils rejoignent les collections nationales et qu'ils ne puissent plus être vendus à l'étranger. Alors que cette règle n'est pas appliquée durant la fin du XXe siècle, elle semble alors s'imposer au XXIe siècle, notamment du fait de la place du patrimoine culturel dans la société espagnole. Le musée est alors vu comme le lieu le plus sûr de la conservation des œuvres. Encore aujourd'hui, il devient le refuge des œuvres, notamment malmenées par le clergé. L'une des dernières affaires en date est celle des sculptures de la Roldana que vous pouvez voir à l'écran. Il s'agit de la disparition de 4 sculptures attribuées à Luisa Roldán, dite la Roldana, sculptrice baroque de la seconde moitié du XVIIe siècle et première femme à être nommée artiste officielle des chambres des rois Charles II et Philippe V. Cette dernière avait livré en 1686 8 sculptures pour la cathédrale de Cadix. Au début du mois de juillet 2018, un historien de l'art, qui avait procédé dans les années 80 à leur étude et à leur inventaire, dénonce leur disparition dans un journal local. Il prétend que les œuvres gardées dans la crypte de la cathédrale jusque dans les années 2000 ont tout simplement disparu ou ont été jetées à la poubelle. L'affaire fait la une des journaux nationaux. Après un travail d'enquête policière, les images sont retrouvées. Un architecte conservait depuis une douzaine d'années 3 des 4 sculptures qu'il pensait de provenance italienne. La 4e image était conservée chez un sculpteur, ami du premier, qui lui avait donné les 3 images. Les œuvres d'art se trouvent aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Cadix et on ne sait pas très bien si elles vont être rendues à la cathédrale. Encore une fois, c'est une disposition de la loi de 1933 qu'il s'applique. Elle demande la mise à l'abri des œuvres en danger dans les collections d'un musée, notamment public. Pour revenir au tapis de Roda de Isabena, celui-ci, non plus, n'est pas rendu à l'Église. Il appartient désormais à la nation espagnole. Il appartient d'ailleurs aux collections du Musée archéologique national de Madrid, qui le prête au musée provincial de Huelva, chef-lieu de la province. La mobilisation, conduite notamment par la conservatrice du musée diocésain de Lérida, qui l'a reconnue sur Internet, confère à l'œuvre une définition strictement patrimoniale. La médiatisation de sa récupération et les tractations diplomatiques qui l'ont permise en font alors un symbole identitaire et patrimonial. L'objet ne peut alors pas réintégrer l'Église. Pour les autorités centrales, comme elles l'affirment bien durant la cérémonie de retour, il était impensable que l'œuvre ne revienne pas en Aragon. L'œuvre devait donc revenir sur sa terre natale, mais pas exactement dans l'endroit où elle fut créée, pour lequel elle fut créée. L'ampleur de l'affaire en a fait un patrimoine national. Son exposition au sein du musée provincial en fait un symbole régional qui doit revenir dans un périmètre proche de celui pour lequel elle a été créée, sauf que ce dernier ne doit pas être religieux. Se posant alors comme un expert de la question, Éric Belga sera interviewé par la presse à l'occasion du retour et affirme quant à lui que le tapis devrait regagner l'endroit où il l'a volé. Et c'est aussi d'ailleurs ce que réclame Roda de Isabena. Dès 2017, les journaux régionaux commencent à faire l'écho de la revendication conjointe du curé et du maire du village. Ils demandent la restitution de la tapisserie au village. Le vol qu'ont commis Éric Belga et son équipe est un traumatisme patrimonial qui reste très vivace. Depuis cette nuit du 6 au 7 décembre 1979, le musée de la cathédrale a disparu. Les œuvres qu'il reste sont conservées dans la nef de la cathédrale. La paroisse attend d'ailleurs des fonds pour pouvoir créer à nouveau un musée, cette fois-ci avec les conditions de sécurité qui s'imposent. Preuve de l'importance qu'a eu ce vol pour le village en 1995, Éric Belga revient à Roda de Isabena. À cette occasion,
il bénéficie de la part du curé, déjà en place lors du vol, d'un pardon officiel. La cérémonie prend alors la forme d'une messe dans la cathédrale, dans laquelle Éric el Belga s'excuse et veut essayer de réparer le mal qu'il a causé à un homme de Dieu. Le retour de la tapisserie représenterait alors une double réparation, celle causée par le vol et celle causée par la dépossession de l'église de la tapisserie et par son exposition au musée. En effet, pour le curé de la paroisse, le dépôt de l'œuvre au musée provincial n'est pas justifié, puisqu'il n'apporterait pas grand-chose à la collection, alors qu'il trouverait sa pleine signification artistique et religieuse au sein de la cathédrale. Non seulement elle devrait rentrer au village, mais elle devrait être exposée au sein même de l'édifice religieux afin de lui rendre sa pleine signification. Il est question alors de rendre à l'œuvre, selon ses paroles, sa vraie essence et sa véritable identité, c'est-à-dire son identité religieuse. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, puisque, si vous vous rappelez bien ce que je vous disais en début de communication, la tapisserie était conservée lors du vol dans le musée de l'ex-cathédrale. Elle était donc déjà retirée du culte et présentée dans le musée comme un objet culturel. Les musées d'art religieux, comme les autres musées, ressemblent comme les autres musées à des musées publics. Ils sont des conservatoires des objets culturels considérés comme précieux. Ils doivent montrer l'impact de la religiosité sur les arts et la culture d'un lieu, et par là même montrer la place de la religion dans l'histoire locale. Mais cela ne va pas vraiment plus loin. L'exposer dans l'ex-cathédrale et finalement en faire un des points principaux d'attraction de l'Église, c'est entre guillemets vouloir à nouveau le mettre au service du culte. Non seulement en tant qu'objet rituel, mais également parce que la notoriété de l'œuvre pourra leur faire déplacer non seulement les fidèles locaux, bien que ce soit un petit village de 40 personnes, mais également les touristes, qui pourraient être attirés dans l'église par l'histoire de cette tapisserie. Un peu comme cela est le cas pour Borja, dans un autre contexte. Vous vous rappelez l'ex-homo restauré par une paroissienne, qui a été restauré par une paroissienne dans la ville de Borja, près de Saragosse. Les images avaient fait le tour du monde et on a créé des produits dérivés comme ce superbe t-shirt. Cela a transformé l'église en un point touristique. Alors je ne prête pas ces intentions au clergé de Roda d'Isabena, mais conserver une œuvre dérobée par l'un des voleurs les plus charismatiques et médiatiques du pays peut en effet contribuer à la notoriété de l'ex-cathédrale. Mais cette demande de restitution de la tapisserie de Roda d'Isabena, si elle peut paraître isolée, est néanmoins révélatrice d'un mouvement plus vaste, des demandes de restitution formulées au nom de la Patria Chica, c'est-à-dire de la communauté locale, dans laquelle culture religieuse et patrimoine s'entremêlent très fortement pour définir une identité commune. L'idée de la propriété symbolique de l'œuvre est liée à sa possession matérielle. Chaque objet culturel, dès qu'il est estampillé comme patrimonial, fait partie d'une communauté de biens communs qu'il faut préserver pour les générations futures. Mais il est bien sûr porteur de plusieurs mémoires. Et celle qu'il représente peut-être le plus fortement, c'est celle de l'endroit dans lequel il est exposé. En conclusion, je commencerai par vous dire qu'il y a peu de chances, selon moi, que la tapisserie regagne l'ex-cathédrale. Bien que l'Église et la mairie sont d'accord pour demander la restitution de l'œuvre, l'appui de la société est mince, non pas par des intérêts, mais parce que c'est un village d'une quarantaine d'habitants. La ville de Roda d'Isabena pourra alors s'inspirer des demandes de restitution des biens religieux qui ont fonctionné, comme celle du monastère de Sirena, en Aragon par exemple. Détruit en partie durant la guerre civile espagnole en 1936, le monastère avait vendu au musée diocésain de Lérida une partie de sa collection d'œuvres d'art, tandis que certaines de ces fresques sont exposées depuis la fin de la guerre civile dans le Musée national d'art de Catalogne. Une partie des œuvres, celles qui ont été vendues, a regagné l'Aragon, mais pas dans de très bonnes conditions, comme vous pouvez le voir sur l'image. Pourquoi cela a fonctionné ? D'une part, cela a mis du temps. Il a fallu plusieurs procédures judiciaires pour que cela fonctionne. Et d'autre part, le conflit de possession, si je puis dire, se déroulait entre deux communautés autonomes espagnoles, chacune ayant la compétence politique en matière culturelle et chacune ayant une forte identité culturelle, voire nationale. Nous ne sommes donc pas au même niveau de conflit et d'engagement de la population, puisque dans le cas de Roda d'Isabena, le village est composé de 40 personnes, et qu'en outre, tout cela se déroule dans la même province. Bien que cela révèle, dans le cas de Roda d'Isabena, d'une volonté de développer le sentiment d'identité locale existant à travers le patrimoine, il ne peut pas avoir la même portée. Enfin, dans ce cas précis, on a la volonté
d'un passage des œuvres d'une institution publique à une institution privée, avec tout ce que cela comporte, comme fragilisation du statut juridique des œuvres et des valeurs qu'on leur accorde. Le modèle du musée espagnol est fondé en partie sur le modèle du musée français, en ce qu'il est, si je puis me permettre, une sorte de coffre-fort. Une fois les œuvres entrées au musée, elles ne devraient plus en ressortir. Et là, on veut les sortir pour les resacraliser et pouvoir perpétuer une tradition religieuse. S'il existe certaines œuvres exposées dans des musées publics qui sont utilisées pour le culte, il n'est pas habituel que les œuvres des musées laïques soient restituées ou prêtées pour satisfaire des objectifs religieux. Cette demande s'inscrit par ailleurs dans un mouvement plus vaste. En Espagne, peut-être plus que dans d'autres pays, on voit apparaître ces dernières années des demandes de retour ou de restitution d'œuvres d'art, notamment d'origine religieuse, plus ou moins avancées selon les cas. Elles peuvent faire écho, et je pense de manière tout à fait volontaire, à certaines affaires internationales et aux demandes de restitution internationale. On veut récupérer quelque chose qu'on nous a pris ou qui a été vendu contre notre gré et qui font notre histoire et notre civilisation. Il y a une certaine idée de lutte inégalitaire, une bataille à la David et Goliath, dans lequel Goliath est quand même le musée national ou le musée provincial, qui est dans le même pays et dans lequel les œuvres sont accessibles. On est donc dans cet imaginaire des injustices patrimoniales. Ces cas viennent interroger plus largement l'histoire du patrimoine. Aujourd'hui, le patrimoine est partie intégrante des politiques mémorielles dont il est le support. C'est pourquoi sa propriété ou sa garde sont l'enjeu de la définition de la mémoire qu'il représente. Les affaires patrimoniales liées à ce que l'anthropologue Daniel Fabre appelle les émotions patrimoniales deviennent souvent des affaires politiques. Et en Espagne, elles sont liées à l'émergence et à la consolidation d'identités locales et régionales pour lesquelles le patrimoine religieux est le patrimoine le plus mis en avant parce qu'il est finalement le plus facilement accessible et le plus historique et artistique. On est donc face, en Espagne, à un trouble du modèle muséal tel qu'on l'a conçu jusqu'à présent. La preuve en est que le ministère de la Culture est en train de réunir en ce moment même des experts du champ autour de la problématique du musée de la démocratie. L'étude du cas espagnol devrait alors être le point de départ d'une réflexion plus large sur la circulation des œuvres d'art et sur la multiplication des discours et des revendications sur ces mêmes œuvres à l'échelle méditerranéenne. Merci.